Bonjour à tous et merci d'être venus voir notre présentation 5 ans de bien et de moins bien avec Kafka. On va vous présenter une rétrospective sur l'utilisation de Kafka. On va tout d'abord voir les différentes problématiques qu'on a rencontrées pendant le développement et comment on y a répondu en différentes itérations. Ensuite, on verra quelques anti-patterns liés à l'utilisation de Kafka. Et enfin, qu'est-ce qu'il vous faut vérifier avant de partir en prod. Je suis Mathieu Minou, ça fait 10 ans que je travaille chez Miracle et je suis principal architecte. Et je vais présenter avec Nelson. Et moi je suis Nelson Dionisi, ça fait une dizaine d'années aussi que je suis chez Miracle et je suis Engineering Director. Ok, Miracle, on est un éditeur logiciel français SaaS et on permet à nos clients qui sont des e-commerçants de transformer leur site e-commerce en place de marché. Par exemple, si vous passez une commande marketplace sur darty.fr, elle arrive dans notre système et là, un vendeur partenaire de Darty va traiter cette commande. Chez Miracle, on est 800 salariés et la R&D est composée de 300 personnes exclusivement en France. Donc pourquoi Kafka chez Miracle? En fait, en 2016, on a effectué un gros changement. Jusque-là, on avait une architecture monolithique monotenante, c'est-à-dire qu'on déployait une application et une base de données pour chacun de nos clients. Et ça n'était pas très scalable. Vu qu'on avait des problèmes on voulait l'entreprise grossissait, on avait des problèmes de scalabilité, on voulait scaler les équipes de dev. On est passé sur une architecture multi-tenant et en microservices. Donc pour chaque microservice, un microservice il est lié à un domaine fonctionnel. On déploie une application Java et ce microservice-là a sa propre base de données. Pour communiquer entre chaque microservice, on a favorisé une approche asynchrone. Et c'est là qu'on s'est mis à utiliser Apache Kafka. Donc je vais maintenant laisser la parole à Nelson qui va vous expliquer les problématiques qu'on a rencontrées pendant le développement. Merci Mathieu. Je vais juste avant de vous présenter comment on a implémenté tout ça chez Miracle, juste refaire une petite présentation des bases de Kafka, juste en une slide pour être sûr qu'on est tous sur les mêmes bases. Alors Kafka en une slide, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. J'ai représenté les principaux composants de Kafka. Vous avez d'un côté les producers, à l'autre bout vous avez les consumers, les consommateurs, et au milieu vous avez votre broker Kafka avec les différents topics. Donc les topics c'est les tuyaux que j'ai représentés. En fait ce qui se passe c'est que les producers, leur rôle c'est d'aller produire des messages. Donc ils vont créer des messages qui vont aller envoyer directement dans les topics Kafka. Donc mon producer 1 va envoyer un premier message, potentiellement il va en envoyer un deuxième, il va en envoyer un troisième, il va pouvoir publier plein de messages dans les différents topics. Il peut continuer à publier des messages dans le même topic, mais potentiellement à un autre endroit dans le topic. Ça, c'est le concept de partition. Je vais revenir dessus juste après. Mais un topic Kafka est divisé en plusieurs partitions, et les messages peuvent être répartis entre les différentes partitions. Mon producer, il peut aussi produire des messages dans d'autres topics, potentiellement. Il n'y a pas de limitation, il peut publier dans autant de topics qu'il veut. Et mes autres producers, pareil, ils vont créer des messages et ils vont les envoyer soit dans les mêmes topics et les mêmes partitions, soit dans d'autres topics et d'autres partitions. Chaque producer en fait est libre d'aller envoyer des messages un peu dans les topics qui l'intéressent. À l'autre bout, j'ai mes consommateurs. Eux, leur rôle, c'est de consommer les messages. Et pour les consommer, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont pas prendre les messages depuis le topic, les sortir et les consommer. Ils vont les laisser dans le topic et ils vont avoir en fait une notion de ce qu'on appelle un offset qu'ils vont garder pour chacune des partitions et pour chacun des topics. Ils vont savoir où ils en sont dans la lecture du topic. Donc là, mon consommateur 1, il est abonné au premier topic et il est à un offset de 1 parce qu'il est sur le premier message de sa partition. Et quand il passe au suivant, en fait, il incrémente juste son offset. Donc il sait qu'il est en offset de 2, il va savoir qu'il est en offset de 3, et c'est comme ça qu'il se balade dans le topic et qu'il lit les différents messages. À côté de ça, vous pouvez avoir un deuxième consommateur, le consommateur 2, qui écoute le même topic et qui va lire les messages dans ce topic-là. Donc lui, en fait, il a son propre offset pour cette partition-là. Il sait que là, il en est à un offset de 1 pour cette partition-là. Là, ce qu'on voit, en fait, c'est que mes deux consommateurs, ils consomment le même topic et ils sont répartis les partitions. En fait, ils parallélisent le boulot. Il y en a un qui dépile la première partition et l'autre qui dépile la deuxième partition. Et ça, c'est possible grâce à ce qu'on appelle les consumer groups. En fait, chacun de ces consommateurs, les deux premiers, ils sont au sein du même consumer group. Ça veut dire qu'ils vont se partager le boulot et s'assigner les partitions pour paralléliser le dépilage des messages. Ce qu'on voit aussi avec cette illustration-là, c'est qu'on a une garantie d'ordre dans la lecture des messages, parce que c'est vraiment lu dans l'ordre, les offsets sont incrémentés un par un. Par contre, c'est au sein d'une partition, pas au sein d'un topic entier. Puisque là, le consommateur 2, par exemple, il peut consommer le message avant
que le consommateur 1 consomme les différents messages. Du coup, l'ordre est garanti avec Kafka au moment de la consommation, mais uniquement pour une partition donnée et pas pour un topic entier. Si je prends mon consommateur 3, lui, potentiellement, il peut aussi lire les messages qui sont dans le topic 1, mais il va lire potentiellement la même partition que le consommateur 1. Ça, il va le faire de la même façon, avec son propre offset à lui, pour cette partition-là. Donc là, il en a un offset de 2, il sait qu'il est au deuxième message. Mais ce qui fait qu'en fait, le consommateur 1 et le consommateur 3 vont lire les mêmes messages et potentiellement faire des traitements différents avec. Ça, c'est encore possible grâce à la notion de consumer group. En fait, le consommateur 3, dans mon exemple, il est dans un autre consumer group que les consommateurs 1 et 2. Et c'est ça qui fait qu'ils ne parallélisent pas le boulot en s'assignant les partitions, mais ils lisent chacun la même version du message, et simplement ils vont faire des traitements différents avec, potentiellement. Voilà pour les bases. C'est assez succinct et assez rapide, mais ça devrait nous suffire pour le reste de la présentation. Et le reste de la présentation, c'est à quoi ça ressemble Kafka chez nous, et comment on l'a implémenté. On a essayé de vous retracer un peu l'historique de par quelles étapes on était passé et différentes architectures qu'on a envoyées en prod, en essayant de vous lister un peu à chaque fois quels étaient les avantages et inconvénients qu'on y a vus et pourquoi on est arrivé finalement à l'architecture qu'on a en prod aujourd'hui. Pour vous expliquer ça, je vais reprendre un peu ce schéma-là à chaque fois. C'est un schéma très simplifié, mais globalement, vous avez deux microservices. Un microservice qui est notre microservice de commande, qui va jouer le rôle de producer, donc c'est lui qui va produire des messages. À l'autre bout, vous avez un microservice qui est le microservice de stock, qui va jouer le rôle de consommateur. Et en bas, vous avez le broker Kafka, avec les différents topics qui sont dedans. Et en fait, la première architecture qu'on a mise en prod, c'est une architecture toute simple, où en fait, on va avoir un topic par client. Donc Mathieu l'a dit, on a une architecture qui est multi-tenant, donc plusieurs clients qui sont gérés par la même application. Et là, ce qu'on avait décidé de faire dans un premier temps, c'est de dédier un topic par client, et que tous les messages d'un client donné aillent dans les topics associés. Donc globalement, mon producer, quand il produisait un message, il voyait que c'était un message pour le client 1, par exemple, et il allait l'envoyer directement dans le topic client 1. À l'autre bout, mon consommateur, lui, il écoute le topic du client 1 et il consomme le message directement, il le processe. Quand je crée un message pour le client 2, même principe, sauf que cette fois, le message, je l'envoie dans le topic dédié au client 2, et à l'autre bout, mon consommateur s'abonne aussi à ce topic-là, le consomme et le processe. Ça, c'est une architecture toute simple qu'on a mis en prod assez rapidement. C'est là-dessus qu'on est parti. Et on a rapidement fait le bilan en se rendant compte qu'il y avait des avantages et des inconvénients. Si on regarde un peu, en fait, on a des topics monotenant, donc un topic pour un client donné, ce qui a le gros avantage qu'il n'y a pas de dépendance entre mes clients. C'est-à-dire que si j'ai un problème avec le topic du client 1, le client 2 ne va pas être impacté. Donc ça a quand même cet avantage de vraiment isoler les tenants et de ne pas impacter un tenant à cause d'un autre. Par contre, ça a pas mal d'inconvénients. Le premier, c'est qu'on s'est vite rendu compte qu'on avait trop de topics. En fait, à l'époque où on a fait ça, Kafka n'était pas vraiment fait pour gérer énormément de topics. Ça s'est beaucoup amélioré depuis. Mais à l'époque, il passait beaucoup de temps à synchroniser des métadatas et à faire autre chose que de traiter les messages. Ce qui fait qu'en fait, on avait un topic par client. Donc on s'est vite retrouvé avec plus de 300 topics. Et ce n'était pas super scalable. Le deuxième inconvénient, et c'est aussi de la scalabilité, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on avait un nouveau client, on était obligé d'aller créer un nouveau topic. Donc en fait, on avait une action d'infrastructure à faire à chaque fois qu'on avait un nouveau client. Et c'est rarement une bonne pratique dans une architecture multi-tenant de devoir justement faire évoluer son infrastructure pour chaque nouveau client. On avait aussi des topics qui étaient un peu fourre-tout. Ce que j'entends par fourre-tout, c'est qu'en fait, certes, ils étaient séparés par client. Par contre, pour un client donné, en fait, on avait plein de types de messages différents au sein du même topic. Potentiellement des messages de création d'offres, des messages de suppression de vendeurs, des messages de prise de commande. Tous les domaines fonctionnels, en fait, étaient mélangés au sein d'un même topic. Ce qui fait que, déjà, on peut avoir des messages qui sont plus lents à processer que d'autres. Potentiellement, une suppression de boutique, ça va générer plein de suppressions en cascade. Du coup, ça va être long à processer. Derrière, une prise de commande, c'est un message rapide. Et du coup, comme l'ordre il est garanti au sein d'une partition, si on avait un message lent avant des messages rapides, les messages rapides devaient attendre que le message lent soit processé avant que le suivant soit processé. Aussi, ça complique pas mal le monitoring, parce que comme tout est mélangé, en fait, quand vous avez un problème, vous savez que vous avez un problème par exemple sur le client 1, par contre, vous n'avez aucune idée de la brique fonctionnelle qui pose problème, parce que toutes les briques fonctionnelles sont mélangées au sein d'un même topic. Et enfin, ça aide pas non plus pour spécialiser les consommateurs. En fait, potentiellement, vous allez avoir certains types de messages qui vont nécessiter peu de RAM et beaucoup de CPU, d'autres qui vont nécessiter beaucoup de RAM et peu de CPU. Et du coup, vous êtes obligé d'avoir des consommateurs qui ont beaucoup de RAM et beaucoup de CPU. Donc encore une fois, ce n'est pas super scalable, parce que vous ne pouvez pas spécialiser vos consommateurs. Ça nous a bien servi au début,
pour vraiment mettre en place Kafka et faire en sorte que ça fonctionne. Mais on a vite réfléchi à une autre architecture pour essayer de bypasser un peu tous ces problématiques-là. Alors ça ressemble beaucoup. La grosse différence, en fait, elle est au niveau des topics. Cette fois, au lieu d'avoir des topics un peu fourre-tout monotenant, on a des topics qui sont multi-tenant, mais qui sont fonctionnels. Donc là, j'ai représenté deux topics, un topic inventory update et un topic order cancellation. Le premier, c'est tout ce qui va concerner les messages de mise à jour de stock, et le deuxième, c'est tout ce qui va concerner les messages d'annulation de commande. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon producer, quand il produit un message, si c'est un message de mise à jour de stock, il va l'envoyer dans le topic métier dédié, donc dans le topic inventory update, donc pour le client 1, mais aussi pour le client 2. Donc là, en fait, au sein de mon topic inventory update, cette fois, je vais avoir un mélange de clients, mais je vais avoir que des messages qui concernent les mises à jour de stock. À l'inverse, dans le topic order cancellation, peu importe le client, je vais envoyer les messages qui concernent les annulations de commandes, et c'est des messages du coup qui ont le même sens métier. Côté consommateur, j'ai une petite différence aussi, c'est que chaque consommateur, en fait, il est spécialisé. Donc j'ai un consommateur inventory update et un consommateur order cancellation. Et eux, en fait, ils consomment que les messages de leur topic associé. Donc inventory update ne va écouter que le topic inventory update, et l'autre consommateur ne va écouter que le topic order cancellation. Ça, c'est une solution qui fonctionne bien, mais on ne l'a pas envoyé en prod comme ça, parce qu'il y avait un cas quand même qui nous posait problème. Pour vous l'expliquer, je vais zoomer un peu sur la partie consommateur. En fait, ce qui peut se passer, c'est qu'on est comme ça, du coup, dans cette situation où on a nos différents clients qui sont mélangés au sein d'un même topic. Donc, mon consommateur inventory update, il dépile le topic inventory update. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'il n'arrive pas à consommer le message qu'il a récupéré. Ça peut arriver, par exemple, je ne sais pas si pour la base de données du client 1 n'est pas accessible à ce moment-là, on n'arrive pas à consommer le message. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, je suis un peu bloqué, parce que tant que j'arrive pas à consommer mon message, je ne peux pas vraiment passer au suivant, parce que sinon, celui-là, je vais le perdre. Du coup, en fait, dans votre topic inventory update, vous avez d'autres messages, d'autres clients potentiellement, qui restent bloqués à cause d'un client problématique. Et en réalité, ça ressemble plutôt à ça. Vous avez d'autres messages du client 2, vous avez potentiellement des messages du client 3. Nous, on a plus de 300 clients, donc on a potentiellement tous nos clients qui sont mélangés ici, et on ne peut pas se permettre d'avoir un client problématique qui bloque tous les autres clients. Du coup, on a réfléchi un peu à comment on pouvait faire pour essayer de bypasser un peu ce problème. Et ce qu'on a mis en place, c'est un concept de ce qu'on appelle une dead letter. Donc en fait, on a créé un nouveau topic qui s'appelle le topic dead letter. Et son rôle à lui, ça va être de recevoir les messages qu'on n'arrive pas à traiter. Donc quand j'arrive pas à traiter un message, comme c'est le cas ici, ce que fait mon consommateur, c'est qu'il va l'envoyer dans le topic dead letter. Comme ça, je ne perds pas mon message, il est stocké dans le topic dead letter. Par contre, je peux continuer à consommer dans mon topic inventory update. Donc je débloque la situation dans mon topic inventory update. Donc tous mes autres clients qui n'ont pas de soucis, eux, ils vont pouvoir continuer à être traités. Ça débloque la situation, mais par contre, mon message est persisté dans le topic dead letter. On a un topic dead letter pour tous nos consommateurs. On n'en a pas un par topic ou un par consommateur, on en a un, et chacun des consommateurs est capable d'aller publier dans le topic dead letter. Donc une fois que le message est dans le topic dead letter, c'est bien parce qu'on a réussi à débloquer la situation. Par contre, on n'a toujours pas consommé notre message qui est dans le topic dead letter, du coup, et qui est le message qui était problématique. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a rajouté une autre application qui s'appelle le Dead Letter Manager. Et elle, son rôle, en fait, ça va être à intervalles réguliers d'aller prendre les messages qui sont dans le topic Dead Letter et d'aller les republier dans le topic d'origine. Donc, en l'occurrence, le topic Inventory Update. Comme ça, en fait, mon message, il est revenu dans le topic et il repart pour un tour. Donc, il va être reconsommé. Quand on va arriver à ce message-là, il va être reconsommé. Et c'est comme si c'était rien passé. Le message revient là où il était à l'origine. Le Dead Letter Manager, il a un peu d'intelligence quand même. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire des retries comme un bourrin. Il va attendre et il va avoir une vraie retry policy. Et on va aussi avoir un nombre max de retries. Parce qu'au bout d'un moment, si on n'arrive pas à consommer le message au bout d'un certain nombre de tours, on va se dire que le problème, ce n'est pas un problème intermittent et qu'il y a un vrai problème potentiellement avec ce message ou avec ce client et qu'il faut qu'on regarde ce qui se passe. Et pour ça, en fait, on a un dernier topic qui est le topic zombie. Et en fait, c'est là-dedans qu'on envoie tous les messages qu'on fait trop de tours, où on a trop retry, et on les envoie ici. Et en fait, nous, on a de l'alerting là-dessus. C'est-à-dire qu'on est notifié à chaque fois qu'il y a un message qui arrive ici. Et là, il va y avoir une intervention humaine pour vérifier que tout se passe bien et essayer de comprendre la cause du problème, débugger le problème, et ensuite renvoyer le message dans le topic d'origine une fois que le problème est résolu. Voilà pour à quoi ça ressemble.
Ça fonctionne pas mal. Si on regarde un peu les avantages et inconvénients de cette solution-là, déjà on a des topics qui sont multi-tenant, ce qui est beaucoup plus scalable, dans le sens où si on veut ajouter un nouveau client, bah en fait c'est gratuit. Les topics, ils existent déjà, donc c'est assez simple. On a juste à commencer à envoyer les messages pour les clients dans les bons topics, mais on n'a pas de nouveaux topics à créer. Par contre, on l'a vu, le gros inconvénient, c'est qu'un tenant, il peut impacter un autre tenant. C'est pour ça qu'on a mis en place des deleters. Mais si vous partez sur une solution à base de topic multi-tenant, il faut vraiment avoir en tête que potentiellement, du coup, vous pouvez bloquer un autre tenant à cause d'un tenant problématique. Le fait d'avoir des topics fonctionnels, pour le coup, on n'y a vu quasiment que des avantages. C'est un premier avantage, et Mathieu reviendra dessus un peu plus en détail après, mais c'est qu'au sein d'un topic, les temps de traitement des messages sont prédictibles et sont assez similaires. Vu que c'est des messages au sein d'un topic qui ont le même sens métier, on sait à peu près combien de temps on va mettre à les traiter à l'avance. Il n'y a pas un mélange de plein de types de messages différents. Du coup, on est capable d'estimer le temps qu'on va mettre à traiter un message. Et le deuxième gros avantage, c'est que ça simplifie beaucoup le debugging et le monitoring. Parce que si vous avez un problème dans le topic inventory update, bah vous savez que les briques fonctionnelles à aller investiguer, c'est les briques fonctionnelles autour de la mise à jour de stock. Si on regarde la dead letter, bah je pense que vous avez compris les gros avantages. On n'a pas de perte de message et on ne bloque pas un client à cause d'un autre client. Donc ça limite beaucoup l'inconvénient d'avoir des topics multi-tenant. Par contre, il y a un désavantage dont je n'ai pas encore parlé, mais que vous avez peut-être vu sur l'animation. En fait, ça va casser l'ordre, la garantie d'ordre au sein d'une partition dans votre topic. Parce que vous l'avez vu, en fait, le message, quand il sort de la dead letter et qu'il retourne dans le topic d'origine, bah, il retourne à la fin du topic d'origine. Du coup, vous n'avez plus de garantie d'ordre. Et si l'ordre est important pour vous, il y a des fois où ça ne l'est pas, il y a des fois où ça l'est. Si l'ordre est important pour vous, bah, il va falloir mettre des mécanismes en place pour essayer de conserver cet ordre-là. Par exemple, en stockant des dates de création dans les messages et en ignorant des messages plus récents alors que vous n'avez pas encore reçu le message plus ancien. En enchaînant vos messages, par exemple, pour savoir si vous avez déjà reçu le message que vous êtes censé recevoir avant. Ça va complexifier un peu toute cette partie maintien de l'ordre, mais c'est le prix à payer pour pouvoir avoir des topics multi-tenant sans qu'un client puisse bloquer un autre client. Donc tout ça, cette fois, on l'a mis en prod. On était assez satisfait et ça s'est plutôt bien passé jusqu'au jour où on a eu un petit souci. Pour essayer de vous l'expliquer, j'ai beaucoup simplifié le schéma. Donc je suis côté consommation. J'ai juste un topic inventory update et mon topic dead letter. Et j'ai deux applications. Ces deux applications-là, elles sont dans deux consumer groups différents parce qu'elles font deux traitements différents d'un même message. Donc ce qui se passe en fait, c'est que quand je consomme le message qui est dans le topic inventory update, en fait, chaque application va recevoir une copie du message, vu que c'est dans deux consumer groups différents. Et ce qui s'est passé, c'est que notre message, il était buggé. Et quand je dis buggé, ce n'était pas un problème intermittent, le problème venait vraiment du message. En l'occurrence, on l'avait mal sérialisé, du coup, on n'était pas capable de le désérialiser. Du coup, nos applications ne pouvaient juste pas traiter le message. Ce qui se passe, c'est que nos applications ont fait ce qu'on leur a demandé. C'est-à-dire que mon application A, elle n'arrive pas à consommer le message, elle l'envoie dans le topic dead letter. Mon application B, même problème, elle n'arrive pas à consommer le message, elle l'envoie dans le topic dead letter. On a vu que les messages qui tombaient dans le topic dead letter, il y a un moment où ils étaient reconsommés par les applications. Donc mes applications vont reconsommer les messages qui sont dans le topic dead letter et vont chacun recevoir une copie du message. Et comme le problème n'est pas intermittent, bah, le message, j'arrive toujours pas à le consommer. Du coup, nos applications en renvoient les messages dans le topic dead letter. Et je pense que vous avez compris le principe. Je suis déjà à 3 messages dans le topic dead letter. Si je refais un tour, je passe à 4 messages. Le 4 ici, en fait, c'est 2 puissance 2. Le premier 2, c'est le nombre de consommateurs. Le deuxième 2, ça va être le nombre de retries qu'on a fait. Et en fait, quand nous, ça nous est arrivé, on avait un tout petit peu plus de consommateurs et un tout petit peu plus de retries. On avait 100 consommateurs, on avait 10 retries. Ce qui fait qu'en fait, en quelques minutes, on a généré 100 puissance 10 messages dans le topic dead letter. 100 puissance 10, ça fait 100 milliards de messages. Donc ça fait vraiment beaucoup. Et en fait, on a mis notre cluster Kafka complètement à genoux pour tous nos clients. C'était assez simple à fixer. En réalité, ce qu'on avait oublié de faire dans l'implémentation, c'était de faire en sorte que quand un message revient du topic dead letter, il y a uniquement le consumer group qui n'avait pas réussi à consommer le message à l'origine qui le reconsomme. Donc c'était un petit oubli de notre part, on n'y avait pas pensé. Mais la morale de cette histoire-là, en fait, ce qu'on retient surtout, c'est qu'avec Kafka, un tout petit problème, ça peut vite se transformer en très gros problème et générer, par exemple, 100 milliards de messages. Donc, il faut faire vraiment attention. À chaque fois que vous faites quelque chose avec Kafka, le moindre petit problème, il peut être multiplié par le nombre de consommateurs, potentiellement par le nombre de retries que vous faites. Donc, c'est vraiment un truc à avoir en tête. Un tout petit problème, ça peut vite devenir un gros problème.
Donc on a résolu ça, c'était pas très compliqué à fixer, et on s'en est pas si mal sorti, parce qu'en fait, c'est arrivé sur notre cluster de dev, parce qu'on envoie sur le dev avant d'envoyer en prod. Donc le cluster qu'on a mis à genoux, c'était le dev, mais si c'était arrivé en prod, on aurait planté le Kafka pour tous nos clients. Une fois qu'on a réglé ça, notre solution était plutôt satisfaisante. Il y avait encore un cas qui nous posait problème. Pour vous l'expliquer, cette fois, je vais zoomer un peu sur la partie production des messages. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des cas dans lesquels on pouvait potentiellement perdre des messages. En général, ce que font nos applications, c'est qu'elles publient des messages suite à une action qui a été faite sur l'application. Par exemple, vous avez une commande qui est prise dans le microservice de commande. Ce que vous voulez faire d'un point de vue applicatif, souvent, c'est stocker votre commande en base de données. Et une fois que votre commande est stockée en base de données, vous allez générer un message et le publier pour notifier tout le monde que la commande a été prise et qu'il y a une action à faire. Ça, la façon de le faire en général, c'est que votre application, elle va commencer par faire un begin en base de données, donc ouvrir une transaction, insérer la commande qui a été prise en base de données, donc faire un insert, ensuite commit la transaction, et une fois que la transaction est commit, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va envoyer le message pour notifier tout le monde que la commande a été prise. Ça marche bien, mais il y a un cas dans lequel le message, en fait, on peut le perdre. Pour vous expliquer, je reviens un tout petit peu en arrière. Donc au moment où j'ai ouvert ma transaction en base de données, donc je vais faire mon insert de ma commande en base de données, je vais commit, et là, à ce moment-là, je suis dans un état où j'ai committé ma transaction, donc mes infos de commande sont en base. Par contre, mon message n'est pas encore parti dans Kafka. Il va partir dans quelques millisecondes, mais il n'est pas encore parti. Et si à ce moment-là, mon application elle crash, en fait, le message il est uniquement en mémoire dans l'application. Donc quand mon application elle va revenir, en fait, mon message, je vais l'avoir perdu. Il y a des cas où c'est pas forcément trop grave. Déjà, c'est un cas un peu à la marge, mais ça peut arriver. Et il y a des cas où vous pouvez vous permettre de perdre des messages. Mais il y a aussi d'autres cas où vous ne pouvez pas vous permettre de perdre des messages. Et nous, on avait des cas où vraiment on voulait avoir une forte garantie sur la délivrabilité des messages. Du coup, c'est quelque chose qui n'était pas acceptable. Et on a un peu réfléchi à comment essayer de contourner ce problème. Et en fait, ce qu'on a fait, je vais vous l'expliquer en revenant encore une fois un peu en arrière. Donc, je suis au moment où j'ai ouvert ma transaction en base de données. Je vais insérer ma commande en base de données en faisant mon insert. En fait, ce qu'on fait, c'est que plutôt que de committer la transaction, on va stocker le message aussi en base de données. Et ça, on le fait dans la même transaction métier que la prise de commande. C'est-à-dire que mon insert de prise de commande et l'insert de mon message, c'est la même transaction, ce qui fait qu'au moment où je commit, je suis sûr que soit j'ai mon message en base avec ma commande, soit j'ai aucun des deux, si jamais il y a un rollback, mais dans tous les cas, je suis atomique là-dessus, et je suis sûr de ne pas perdre mon message à partir du moment où ma commande est prise. Ça fonctionne. Par contre, pour l'instant, il n'y a encore personne qui est notifié qu'il y a une commande qui avait été prise, parce que mon message, il est en base, mais il n'est pas dans Kafka. Donc en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a une autre application qui s'appelle le Transactional Message Manager, et elle, son rôle, ça va être à intervalles réguliers, d'aller regarder quels messages sont stockés en base de données, d'aller les prendre, et d'aller les publier directement dans les topics Kafka d'origine. L'avantage de ça, c'est que vous êtes sûr que vous ne perdez pas votre message, et ça fonctionne. Si on regarde un peu, avantage inconvénient encore une fois de cette solution-là, gros avantage, c'est qu'on n'a pas de perte de messages. On a vraiment la garantie que nos messages ils sont envoyés dans les topics Kafka. Deuxième gros avantage non négligeable, c'est qu'on a une solution sans transaction distribuée. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à gérer des transactions distribuées, mais ça peut vite être un cauchemar. Là, on a simplement une seule transaction qui va nous permettre d'être atomique et d'être sûr de ne pas perdre le message. Par contre, ça a quelques inconvénients. Le premier, c'est qu'on se retrouve un peu à implémenter une queue en base de données. En fait, on va empiler des messages en base de données et on va les dépiler de l'autre côté, ce qui est un peu le principe d'une queue. La base de données, ce n'est pas forcément exactement fait pour ça. On utilise Postgres, par exemple, ça génère des problématiques de bloat, ça peut générer d'autres problématiques. Ce n'est pas toujours une super bonne pratique d'implémenter une queue en base de données. Et c'est un deuxième désavantage, c'est qu'il y a une petite perte de temps réel. Parce qu'en fait, la base de données, comme elle n'est pas trop faite pour ça à la base, elle est forcément moins performante que Kafka. Donc tous vos messages qui passent par la base de données, ils vont passer à un rythme un peu moins soutenu que si vous envoyez direct dans Kafka. Et surtout, votre message, il passe par la base de données, puis par le Transactional Message Manager, puis dans le topic Kafka. Donc forcément, ça ralentit un peu et vous avez une petite perte de temps réel. Mais encore une fois, c'est le prix à payer pour être sûr de ne pas perdre votre message. S'il y a un conseil qu'on peut vous donner, si vous voulez implémenter ça, c'est d'essayer de garder la logique de dépilage des messages la plus simple possible. C'est-à-dire qu'en fait, le Transactional Message Manager, il doit vraiment prendre le message en base de données, le pousser dans le topic Kafka de manière bloquante, c'est-à-dire ne pas passer au message suivant tant qu'il n'a pas traité le message précédent.
et pas commencer à avoir des logiques où il remet le message, où il fait des choses un peu plus compliquées, parce que vous allez avoir toutes les problématiques de lock en base de données, toutes les problématiques en fait d'implémenter une queue en base de données. Donc vraiment garder la logique la plus simple possible. Je crois qu'il y a une question. Alors lui, en fait, le Transactional Message Manager, il pousse dans Kafka de manière bloquante, c'est-à-dire qu'il ne passe pas au message suivant tant qu'il n'a pas réussi à passer au message précédent, et il ne supprime le message en base de données que quand il a réussi à envoyer de manière bloquante dans Kafka et qu'il a le hack de Kafka. En fait, on est à at least once. On pourra en parler à la fin si on a le temps. Ouais, mais avec ça, oui, du coup, on a la garantie qu'on ne perd pas de message. Par contre, potentiellement, les messages peuvent arriver 2 fois. Ça peut arriver, mais on est sûr en tous les cas qu'on n'en perd pas. Mais c'est vraiment la mécanique d'envoyer de manière bloquante dans le topic Kafka qui fait qu'on est sûr qu'on peut attendre le hack de Kafka et pas passer au suivant tant qu'on n'a pas eu le précédent. Donc ça ressemble à ça, globalement, ce qu'on a mis en prod. Et en fait, la réalité, c'est que ce qu'on a en prod, c'est un peu un mélange des 2 dernières itérations. Donc la première itération, avec les topics un peu fourre-tout, monotenant, ça on a oublié, on a vu qu'il y avait trop de désavantages. Par contre, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute des garanties, donc des garanties de délivrabilité, des garanties d'ordre, des garanties de ne pas impacter un tenant à cause d'un autre tenant, tout ça, ça rajoute un peu de la complexité. Et en fait, du coup, on le fait au cas par cas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fonction des use cases, il y a des use cases dans lesquels on se fiche un peu de l'ordre, il y a des use cases dans lesquels on peut se permettre de perdre des messages. Là, on va mettre en place des architectures avec peu de garanties, mais qui sont assez simples. Et il y a d'autres use cases plus complexes, où on veut une garantie d'ordre, on veut une garantie que les messages sont bien délivrés. Et du coup, on va faire un peu un mix des différentes itérations, donc avec la dead letter, avec des messages transactionnels. On fait un mix de tout ça, et c'est un peu ça qu'on a en prod, en fait, au cas par cas. On prend la solution qui nous paraît la plus adaptée. Voilà pour où on en est. Je vais laisser Mathieu reprendre la main et vous expliquer un peu comment on a industrialisé tout ça et comment on a essayé de cacher un peu cette complexité aux développeurs. Yes. Donc chez Miracle, on est plus de 100 développeurs et on ne peut pas demander à tout le monde d'être des experts Kafka. C'est pour ça qu'on a développé une librairie interne. On n'utilise pas directement les clients officiels Kafka. Yes. On a développé une librairie au-dessus du client officiel Java Kafka et au-dessus de Spring Kafka aussi. L'idée, c'est de simplifier l'utilisation de Kafka. Il faut que les développeurs se concentrent sur le code métier et ils choisissent les bonnes interfaces. Ils choisissent, en fonction des problématiques métiers qu'ils ont, les bonnes interfaces et les bonnes stratégies fournies par la librairie. L'autre intérêt, c'est qu'on a une cohérence forte. Chez Miracle, tous nos microservices sont en Java et en Spring, avec Spring Boot. Et en utilisant une librairie interne Kafka, on est sûr d'avoir une cohérence très forte entre nos différentes applications. Donc, quelques exemples de fonctionnalités fournies par la librairie. Il y a du tracing via des headers, le mécanisme de dead letter, la production de messages transactionnels, donc c'est les 2 points que vient de présenter Nelson, et aussi la gestion du multi-tenant avec des headers de messages. Donc, je vous ai affiché à droite l'interface du producteur de la librairie. Ça veut dire que chez Miracle, tous les messages qui sont envoyés par des applications Java, tous les messages qui sont envoyés vers un broker Kafka, ils passent par une de ces 4 méthodes. Donc on a le send transactional, qui est aussi appelé loadbox pattern, que Nelson vient d'expliquer, send after commit, un send async no guarantee qui est très performant, et un send blocking qui donne des garanties de délivrabilité très fortes. Voilà pour la librairie. Je vais maintenant essayer de vous montrer quelques anti-patterns qu'on a rencontrés pendant le développement. Le premier, c'est les développeurs qui veulent, c'est un anti-pattern côté producteur, c'est les développeurs qui veulent bulker l'envoi de messages au broker de messages. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu d'envoyer les messages unitairement, on a envie d'envoyer un message qui contient une collection avec nos messages. Donc c'est un réflexe qui part d'une bonne intention. Par exemple, lorsqu'on veut faire plusieurs actions à la fois dans une base de données, par exemple mettre à jour 100 entités, on ne va pas s'amuser à faire 100 requêtes, ça va faire 100 allers-retours, ça va être lent. Donc ça part d'une bonne intention. Mais avec Kafka, ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Parce qu'en fait, le producteur Kafka, il sait bulker les messages, il a un buffer. Et en fait, il ne va pas faire n appels unitaires au broker, mais il va faire un bulk de messages. La deuxième raison, qui est encore plus importante, c'est que si on envoie des messages qui contiennent une liste, au niveau du producteur, en fait, on va forcer les consommateurs à lire les messages
en bulk de cette liste. Si on envoie une liste avec 1000 messages, le consommateur il va être obligé de récupérer ce message qui contient 1000 messages indépendants. Et ça, c'est vraiment une mauvaise pratique. L'idée, enfin la philosophie, en tout cas comme je l'ai compris, c'est qu'on produit des messages, mais on ne s'occupe pas de savoir qui va les consommer et comment il va les consommer. Si le consommateur il veut les consommer 1000 par 1000, il peut le faire. S'il veut les consommer un par un, il faut qu'il puisse le faire aussi. Donc, très important, laisser le producteur bulker à notre place. Et un message, c'est un élément atomique, à moins qu'il y ait une bonne raison de les grouper, parce qu'il peut y avoir des raisons fonctionnelles, il faut envoyer les messages un par un. Un autre, je ne sais pas si c'est un anti-pattern, mais en tout cas, on a rencontré cette problématique. On voulait partager entre plusieurs microservices des médias, et on s'est dit, très bien, on a Kafka, c'est facile, on va envoyer les médias dans un topic, et les autres microservices n'auront juste qu'à écouter ce topic et récupérer les médias. Donc ça marche. Il faut savoir que ce n'est pas une bonne idée. Kafka, ce n'est pas fait pour envoyer des grosses payloads. Déjà, par défaut, la taille des payloads, elle est limitée à 1 méga. Donc c'est vraiment pas une bonne stratégie. Kafka, c'est des flux de messages, des flux de petits messages. Et beaucoup de petits messages. La solution, c'est de stocker, c'est simple, en tout cas c'est ce qu'on fait chez Miracle, on stocke les binaires dans un file storage, dans S3, et on envoie un message qui contient l'URL du fichier. Et là, les consommateurs, ils auront l'URL du fichier, et ils en font ce qu'ils veulent, ils le clonent, ils le récupèrent, ils le suppriment. C'est eux qui sont responsables de ce fichier. Côté consumer, un problème aussi qu'on a eu, il faut absolument que côté consumer, vous ayez des temps de traitement qui soient déterministes et constants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps de traitement, quand vous bulkez, quand vous pollez 100 messages, il faut que le temps de traitement soit constant d'un bulk, enfin, d'un pôle de messages à l'autre. Une fois que c'est constant, on peut régler deux valeurs qui sont très importantes, deux propriétés de consumer qui sont très importantes. C'est le max poll interval et le max poll record. Le max poll interval, ça représente la durée maximale, c'est un timeout, ça représente la durée maximale de traitement des messages. Et le max poll record, c'est le nombre de messages qu'on veut récupérer à chaque poll. Si on dépasse le max poll interval, on va déclencher un rebalance du consumer group. Et je vais vous expliquer ce que ça fait. Sur le schéma en bas, on a un topic qui contient deux partitions et un consumer group avec deux consommateurs qui sont abonnés à ce topic. Donc le consumer 1 récupère les messages de la partition 1, le consumer 2 les messages de la partition 2. Donc le consumer 1, Paul, il récupère le message et il commence son traitement. Et là, pas de chance, c'est un message qui nécessite un traitement très long. Par exemple, c'est un message qui indique qu'une boutique a été supprimée et le consommateur, il faut qu'il supprime tous les produits associés à cette boutique. Donc il va faire son traitement et au bout d'un moment, il va atteindre la durée du max poll interval. Il va time-outer et là, le consumer group va rentrer dans un état qui s'appelle le rebalance. Les partitions vont être, quand on fait un rebalance, les partitions elles sont réassignées aux consommateurs qui sont actifs. Dans ce cas-là, c'est le consumer 2. Donc le consumer 2 récupère les deux partitions. Sauf qu'en fait, le consumer 1, il a récupéré le message, mais il n'a jamais acknowledgé le traitement du message. Il n'a jamais committé l'offset. Donc en fait, le consumer 2, il va récupérer de nouveau le même message et démarrer son traitement. Donc là, on a les deux consumers qui font la même chose, qui traitent le même message. Le consumer 1 va terminer son traitement au bout d'un certain temps et il va refaire un poll. Le poll, il va redéclencher un rebalance à nouveau. Et le consumer 2, il n'est pas actif. Du coup, ce qui va se passer, c'est que les deux partitions vont être assignées au consumer 1. Et encore une fois, personne n'a commité l'offset, on récupère le même message. Donc là, il y a deux problèmes. Alors, ça nous est arrivé plusieurs fois. Il y a deux problèmes. Déjà, on consomme plus de messages. En fait, on consomme toujours le même bulk de messages sur la partition 1. Et le deuxième problème, qui est plus grave, c'est que les deux consommateurs font le même traitement, et surtout, ils font un traitement qui est lourd. Donc ça peut mettre à genoux votre infrastructure, soit l'application, soit la base de données qu'il y a derrière, soit des ressources utilisées. Et là, j'ai fait l'exemple avec deux consommateurs au sein du consumer group. Mais si vous en avez 10, c'est pareil. Vous pouvez avoir les 10 consommateurs qui font la même chose en parallèle. Donc,
ayez des consommateurs, Nelson en parlait, des consommateurs qui sont spécialisés, et il faut pouvoir savoir à l'avance, pour un bulk de messages, donc le max pull record, le temps qu'il nous faut pour traiter ces messages. Les topics. Nelson en a déjà pas mal parlé, donc il ne faut pas avoir des topics fourre-tout. Et si possible, le mieux c'est d'avoir un topic par cas métier, sachant que des fois on peut avoir des contraintes, comme l'a dit Nelson, l'ordre des messages il est garanti par partition, donc il faut définir et découper en topics de façon logique par rapport aux besoins métiers qu'on a. Et le mieux, c'est aussi quand on est beaucoup à travailler avec Kafka, quand il y a beaucoup d'équipes qui travaillent avec le même broker de messages, c'est de définir une convention. Donc chez Miracle, on a la convention de nommage de topic suivante. On met le domaine métier, point, une description de la donnée, point, la classification du message. Donc un exemple, on a un topic chez nous qui s'appelle catalogue.product.cmd. Il contient les messages update product et delete product. Donc catalogue, c'est le domaine métier catalogue. Product, ça veut dire que les messages qui partent dans ce topic, ils sont liés au produit, ils concernent un produit. Et CMD, c'est la classification, ça veut dire que ça sera des messages de type commande. On peut aussi avoir des messages, une autre classification, c'est par exemple de la change data capture. Avant de partir en prod, donc si vous devez vérifier quelques points avant de partir en prod, ça serait déjà vérifier le nombre de partitions que vous avez définies. Le nombre de partitions, il est extensible. On peut augmenter le nombre de partitions assez facilement, même sans couper les consommateurs, on peut le faire à chaud. Par contre, on ne peut pas le réduire. Le problème, c'est que si vous repartitionnez, si vous augmentez le nombre de partitions, que vous avez la stratégie de partitionnement par défaut, vous allez perdre l'ordre. Parce que les messages ne vont plus, les messages avec la même clé ne vont plus aller sur la même partition. Donc il vaut mieux, à l'avance, avant de partir en prod, ou dès qu'on peut, surpartitionner que sous-partitionner. Sachant qu'avoir trop de partitions, dans les versions récentes, depuis quelques années, en fait, ça, l'overhead sur le cluster de broker, il est complètement négligeable. Si jamais vous voulez quand même limiter le nombre de partitions, l'idée c'est de prendre un nombre qui est facilement divisible, par exemple 12, 24, 36, plutôt que de créer des milliers de partitions. Ça permet de simplifier le monitoring, on a moins de métriques qui remontent si on a un nombre de partitions limité. Donc nous, c'est pas ce qu'on avait fait, on s'est planté. On avait créé 3 partitions par défaut, par topic, et en général, nos applications, elles sont en haute dispo, on met au moins 2 instances, donc on avait toujours au moins 2 consumers dans un consumer group. Donc là, on le voit très facilement qu'on a le consumer 1 qui récupère les messages de 2 partitions et le consumer 2 de la 3e partition. Donc on a une consommation qui est complètement déséquilibrée. Donc réfléchissez avant de partir en prod, ça peut être pénible, surtout si l'ordre des messages est important à la consommation. Réfléchissez au nombre de partitions que vous définissez par topic. Sujet lié, c'est les clés de partitionnement aussi. Encore une fois, si c'est dans le cas où vous voulez consommer les messages dans l'ordre dans lequel vous les avez produits. Il y a des problématiques où ce n'est pas du tout important. Chez nous, c'est important. Il faut définir une clé de partitionnement. Si vous n'en définissez pas, les messages seront produits en round robin sur les différentes partitions. Et il faut partitionner par une clé de partitionnement qui permet de produire les messages sur les partitions de façon homogène. Donc une mauvaise clé de partitionnement, par exemple, on a eu l'idée, ça serait de partitionner par tenant, mais là on voit très vite que ça va poser un problème. Chez nous, par exemple, on a des tenants qui ont des dizaines de milliers de produits et d'autres qui en ont des millions. Si on fait ça, on va se retrouver avec des partitions avec des millions ou des milliards de messages et d'autres quasi vides. Donc choisissez une clé de partitionnement qui permet une distribution homogène. Et en général, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à partitionner par la clé, l'identifiant unique métier ou technique des entités. Ça marche plutôt bien. Monitorer aussi, extrêmement important avec Kafka. Nelson en a déjà parlé. Avec Kafka, lorsque vous avez un problème, vu qu'il peut y avoir des flux de messages assez énormes, si on ne détecte pas le problème rapidement, on peut très vite
ça peut très vite, comment dire, escalader. Ça peut devenir très vite incontrôlable. Donc, ajoutez du monitoring. Ajoutez un correlation ID sur vos messages. Avec Kafka, on est dans un environnement distribué et asynchrone. Lorsqu'on a un problème, ça peut être très compliqué de reproduire un problème. Donc, ajoutez des correlation ID sur les messages, dans les headers, c'est fait pour ça. Monitorer le débit de messages produits. Donc, côté produceur, ça permet de comprendre comment fonctionnent nos applications, la charge, la pression qu'elles mettent sur le cluster ou pas. Et le plus important, je pense, c'est monitorer le consumer lag. Le consumer lag, c'est le nombre de messages qui restent à traiter par un consumer group. C'est les messages en attente qui ont déjà été produits. Dernier point, Kafka, c'est comme une base de données. C'est une base de données parce que les données peuvent être persistées. Évitez les actions manuelles. Donc, il faut traiter Kafka comme une vraie base de données relationnelle. Pas d'action manuelle. Si vous voulez créer des topics, changer des configurations, sur une base de données, quand vous changez un schéma, vous faites des scripts de migration qui sont versionnés, enfin normalement. Et dans Kafka, c'est pareil. Donc, chez nous, ça passe par une pull request, une review, on merge, et ensuite, on applique un plan Terraform. Une petite checklist avant de partir qui est, je pense, le minimum à vérifier. Côté producteur, vérifiez le paramètre hack. C'est ce qui permet de garantir la délivrabilité. Enfin, ce qui permet de définir à quel point vous voulez que les messages soient délivrés. C'est l'acknowledgement des brokers. Depuis les versions récentes de Kafka, depuis la 3, c'est bien paramétré par défaut. Le max in-flight request per connection et les clés de partitionnement, c'est pour être sûr que les messages soient produits, soient consommés dans l'ordre dans lequel vous les avez produits. Donc vérifiez, vous avez bien défini des clés de partitionnement et qu'elles permettent une distribution homogène. Côté consumer, j'en ai parlé, le max pool interval et le max poll record. Donc ça, ayez des consommateurs dont le temps de consommation est déterministe et constant, et vérifiez que ces deux paramètres, ces deux propriétés sont bien définies. Et surtout, le plus important, monitorer le lag des consumer groups. Je pense que c'est vraiment le plus important, ça permet de prévenir et d'être le plus réactif possible quand il y a un problème. Voilà, on a fait le tour. Vous pouvez, si ce genre de sujet vous intéresse, on a un blog technique Miracle, c'est miracle.tech. Et si vous êtes intéressé si vous voulez faire du Java et du Kafka avec nous, on a pas mal d'offres sur labs.miracle.job. Voilà, merci. Slide bonus. J'ai une slide bonus, c'est un peu de la pub. Kafka-doc.moon.it. En fait, j'ai fait un parseur de la doc officielle Apache Kafka. Et ça permet d'afficher les propriétés des brokers, des producteurs, des consommateurs de façon plus lisible. Et surtout, on peut comparer d'une version à l'autre. C'est assez intéressant quand vous faites des montées de version. Et c'est aussi assez intéressant car vous pouvez voir l'évolution de la philosophie du projet Kafka avec les différentes valeurs qu'ils ont mises. Voilà, merci beaucoup.